Merci mesdames, messieurs. Le thème de cette deuxième thématique donc, et de la table ronde que nous allons présenter devant vous, c'est droit national, droit européen, comment dépasser les freins à la création d'un espace européen de l'étudiant. Avant de venir évidemment à la présentation de chacun des intervenants, peut-être pour poser ce sujet qui est un vaste sujet, quelles sont les problématiques qui l'amènent. Bien cela nécessite d'abord évidemment, pour répondre à la question posée, dépasser les freins à la création d'un espace européen de l'étudiant, de savoir ce qu'est cet espace, et l'après-midi a servi justement à commencer à cerner et à rappeler ce qu'était cet espace européen de l'étudiant. Il s'agit ensuite d'identifier les freins à la création de cet espace, et on va parler, durant cette heure, on va essayer de distinguer ce que sont ces freins, et en particulier, et c'est peut-être la troisième problématique, de déterminer ce que pourraient être les évolutions législatives et réglementaires souhaitables et souhaitées en droit français et en droit européen pour que cet espace se renforce et devienne encore plus visible. Alors a priori, mais on va préciser cela, les freins sont d'origine diverse pour cet espace européen de l'étudiant. D'abord, il y a des contraintes, il y a des freins liés à des contraintes matérielles ou culturelles sur lesquelles le droit n'a que très peu de prise. La question du coût, la question de la langue, évidemment, sont autant d'obstacles à la création de l'espace européen de l'étudiant, même si en matière de coût, on sait qu'il existe en particulier des bourses de mobilité qui aident les étudiants à se déplacer. On peut aussi considérer que ça n'est pas suffisant. Il existe des freins organisationnels également, et on en reparlera aussi, liés à la structuration de l'enseignement supérieur. On le sait, cette structuration est différente selon les États, les modalités de fonctionnement ne sont pas les mêmes, les calendriers, les statuts des agents, le maillage territorial, universitaire, c'est autant de différences qu'il peut y avoir entre États qui peuvent amener des difficultés de compréhension et du coup une espèce de crainte de vouloir passer d'un État à l'autre lorsqu'on est étudiant, au contraire de cette mobilité que l'on souhaite. L'évolution statutaire est difficile à envisager, mais on peut peut-être imaginer que le statut des universités, de cela aussi on reparlera, peut évoluer pour aller vers une forme d'harmonie entre les États membres de cet espace. Et enfin, donc, il existe des freins juridiques liés à la difficulté d'abord de la construction d'un espace européen de l'étudiant. Alors ces freins juridiques, ils sont d'abord liés à la difficulté initiale, bien connue, d'ériger un véritable statut de libre circulation des étudiants européens. Alors on va en parler de cela aussi, puisque il faut, même si c'est une difficulté que l'on comprend, relever les avancées depuis des décennies de l'Union européenne sur ce point, puisque l'encouragement de la mobilité des étudiants fait partie très clairement des objectifs de l'Union dans le domaine de l'éducation. La Cour de justice de l'Union européenne, le droit dérivé ensuite, ont forgé un statut de l'étudiant migrant, statut qui a été conforté par le traité de Maastricht, qui reconnaît l'étudiant ressortissant comme citoyen de l'Union européenne de façon très claire. L'étudiant ainsi que les membres de sa famille bénéficient d'un droit de séjour dans l'état d'accueil, et ça aussi c'est une avancée qui a pu lever des freins justement à la construction de cet espace. Les entraves à la mobilité des étudiants sont prohibées très clairement, il y a un certain nombre d'arrêts de la Cour de justice qui le rappellent. Le citoyen de l'Union ne doit pas être pénalisé en raison de la poursuite de ses études dans un autre État. Ça aussi, c'est un principe fort, souvent rappelé. Et il existe enfin un principe d'égalité de traitement dans les conditions d'accès à la formation. Et l'on sait aussi évidemment le travail et les évolutions qu'il y a eu afin de reconnaître ce principe d'égalité de traitement, même s'il peut encore, et on en reparlera durant cette heure, être interrogé. Un rappel à évidemment intégrer ici, l'action en faveur de la mobilité des étudiants ne se limite pas, même si c'est l'angle qu'on va principalement aborder, il ne se limite pas aux citoyens européens, mais également aux ressortissants des pays tiers, puisqu'il y a un certain nombre de directives européennes qui ouvrent aux ressortissants des pays tiers aussi l'accès et essaient de faciliter l'accès à la mobilité étudiante. Donc les avancées, elles existent, la construction de cet espace, ça fait longtemps que l'Union s'est interrogé pour le faire, mais il existe toujours aussi des marges d'évolution, voire des points de blocage. Et là-dessus, et on va évidemment approfondir cela aussi, on peut en relever quelques-uns. D'abord, par exemple, dans le domaine de l'apprentissage. On va reparler du rapport Arthuis, qui a été rendu il y a quelques mois, en janvier dernier, à la ministre du Travail, et qui revient sur les questions dans le domaine de l'apprentissage et pointe, entre autres, le faible accès des apprentis à la mobilité européenne
à l'université, même si le rapport rappelle l'existence d'initiatives, et on en reparlera, les initiatives de type Erasmus Pro, par exemple, qui sont des initiatives saluées. Cela est considéré comme n'étant pas encore suffisant pour faciliter l'apprentissage au sein de l'Union européenne, les échanges d'étudiants à ce niveau. Il faut poursuivre le travail. Le rapport Arthuis évoque par exemple la possibilité de jumelage entre les CFA situés dans des États membres de l'Union européenne, pourquoi pas. Il parle également de simplification des règles de fonctionnement, et c'est une espèce de ritournelle de parler de simplification, puisque évidemment dans ce domaine comme dans d'autres, c'est souvent le défaut qui est pointé. Les mêmes freins peuvent être analysés à plus longue échelle dans le cadre de la mise en place d'un espace européen de l'éducation et la création, et là aussi on en parle beaucoup, d'universités européennes, ou plus précisément de réseaux d'universités européennes, qui sont là pour renforcer, qui seraient créés pour renforcer et structurer la coopération entre institutions d'enseignement supérieur. Là encore, sur le plan strictement réglementaire et législatif, la Commission européenne a pointé, alors que c'est un enjeu, un objectif fort, a pointé les nombreux obstacles administratifs et bureaucratiques, je reprends la Commission, pour créer ce type d'institution et faire en sorte de créer donc des espaces et des institutions d'enseignement supérieur dont les activités d'enseignement seraient transfrontalières et totalement intégrées. Là aussi, si le droit n'est pas modifié, si le droit n'est pas changé, il sera difficile de créer cet espace européen, comme on le souhaite, cet espace européen de l'éducation. Travail d'harmonisation, il est déjà engagé, on va sans doute en reparler aussi. Des évolutions textuelles sont annoncées, des bornages sont fixés sur les années 2025 à 2030. On verra si les choses avancent à ce rythme-là. En tout cas, la question sera reprise demain sans doute lors des ateliers qui sont organisés dans la matinée. Donc, les questions sont très nombreuses, le chantier est vaste, chaque conférencier a son point de vue à apporter ici, et c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ces 4 conférenciers donc, qui vont se succéder. D'abord, Madame Béatrice Cayat, qui est la directrice générale de Campus France, et qui va revenir sur les questions d'encadrement de la mobilité des étudiants dans et en dehors de l'Europe. Monsieur Jean Russo, qui est délégué général Erasmus Student Network France, qui lui aussi va revenir sur la question des parcours de la mobilité internationale. Madame Jacqueline Pacaud, qui est chef de secteur à la Commission européenne, qui est chargée de la formation professionnelle et qui va revenir un peu plus spécifiquement sur les questions d'apprentissage et de la mobilité des étudiants au sein de l'Union européenne. Et enfin, monsieur Hippler, président de la HRK, qui nous fait le plaisir d'être ici cet après-midi avec nous, et l'honneur, et qui reviendra sur l'exemple allemand pour terminer les échanges que nous aurons. Et sans plus attendre, je laisse immédiatement la parole à Madame Cayat pour sa présentation. Merci beaucoup Emmanuel. Bonjour à tous. D'abord, merci à la CPU de m'avoir convié à cette table ronde. Donc, je revois plusieurs personnes qui étaient en Inde il y a quelques jours. Donc, nous poursuivons l'aventure. Alors, moi, ce que je voulais dire ici, c'était quelques chiffres, parce que quelle est la mobilité dans le monde? Pourquoi il faut que la mobilité en Europe soit importante? Parce qu'elle se place dans un contexte qui est très particulier et que je voudrais un tout petit peu décrire. Les 2 directives, enfin la directive plus les indications que donne l'Europe, et puis à mon sens également faire plus de choses en Afrique. Alors voilà ce que je vais vous décrire. D'abord, la mobilité dans le monde. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a 4,6 millions d'étudiants en mobilité dans le monde et que cette mobilité va doubler. Donc, selon l'UNESCO, il y aura 8 à 10 millions en 2025. Donc, il y a un enjeu fort. Et aujourd'hui, ce sont d'abord les anglo-saxons qui se taillent la part du lion, États-Unis, Royaume-Uni, Australie. La France vient juste après, en 4e position, suivie de l'Allemagne et de la Russie. Alors, c'est là que ça commence. Donc, on avait depuis toujours les États-Unis, Royaume-Uni, Australie, bon, très bien. Mais on voit que maintenant, les grandes puissances, les puissances qui veulent jouer un rôle politique, géostratégique, économique, investissent dans l'influence. Et on voit la Russie qui revient très fort, puisqu'elle est juste derrière l'Allemagne, et en fait, elle est pratiquement à la même place que la France et que l'Allemagne. Bien sûr, derrière le Canada, la Chine, dont tout le monde connaît One Belt, One Road, donc des milliards qui sont investis dans le monde. Ensuite, Japon, Italie, Pays-Bas, très bien, mais ensuite également Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite qui
qui arrivent pratiquement au 12e et 13e pays d'accueil, donc une très très forte poussée qui n'est pas due au hasard, c'est vraiment une politique d'influence. L'Arabie saoudite donne 80 000 bourses d'études islamiques. Les Émirats arabes unis ont une très forte politique d'attractivité dans leur pays, avec Education City par exemple, etc. Et la Turquie donne un nombre de bourses pratiquement illimité. Ils sont 90 000 aujourd'hui, 90 000 bourses pour faire partager et faire rêver le modèle turc à beaucoup d'étudiants. Le modèle turc dont on connaît l'intérêt. Bref. Alors voilà, ça c'est en gros, donc en fait c'est une bataille mondiale et stratégique et il faut que la France et l'Europe évidemment jouent leur rôle. Et c'est un petit peu ce que je voudrais développer. Donc l'Europe, quelle est la place de l'Europe? L'Europe, c'est la première région d'accueil des étudiants dans le monde, puisque finalement l'Union européenne accueille 36% des étudiants en mobilité dans le monde. Et l'Europe continentale, avec la Russie, la Turquie, le Royaume-Uni, 46%. Donc on est quand même le premier pays d'accueil. Mais la mobilité, maintenant si je parle de la mobilité internationale des étudiants européens, on s'aperçoit qu'elle est très intracontinentale. 85% des étudiants européens restent en Europe. Et 7 étudiants sur 10 restent dans l'UE. Donc en fait, la mobilité, elle existe, mais elle est très intracontinentale. Les grands pays d'accueil, donc en tous les cas pour Erasmus, les grands pays d'accueil, c'est en numéro 1 l'Espagne, suivi de l'Allemagne, Royaume-Uni, la France est 4e, elle a reculé. Elle était 2e il n'y a pas longtemps, suivie de l'Italie. Et les pays d'origine, donc ceux qui envoient leurs étudiants, la France est passée première. Donc en fait, on s'aperçoit que la France a fait de grands progrès et finalement est le premier pays à envoyer ses étudiants en Europe, suivi de l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la Pologne, qui également augmente. Alors juste très rapidement une tendance, une petite description de la France, de la mobilité en France. Donc la France est donc le 4e pays d'accueil dans le monde. C'est le premier pays d'accueil non anglophone et c'est le premier pays d'accueil des étudiants africains, puisque 45% de nos étudiants viennent d'Afrique. Ça, c'est en ce qui concerne la mobilité géographique. Maintenant, je crois que ce qui est important pour vous et surtout université, c'est que la France a 41% en doctorat, 41% des étudiants en doctorat sont étrangers. Et dans le classement mondial, le premier pays qui a le plus fort pourcentage de doctorat, c'est la Suisse, suivi de la Nouvelle-Zélande. Bon, c'est des pourcentages. Les Royaumes-Unis, 42%, la France, 41%, suivi des États-Unis et de l'Allemagne. Donc on attire, on attire beaucoup d'étudiants étrangers en doctorat. Ils sont un fort pourcentage, mais ce pourcentage est en baisse. Et ça, c'est quand même inquiétant. Il est en baisse depuis quelques années et surtout en baisse, c'est la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal, l'Iran, la Chine nous envoie moins de doctorants. Et ceux qui nous en envoient le plus sont des Européens, enfin notamment l'Italie, l'Espagne, le Brésil. Donc voilà, une attention à avoir sur ce doctorat qui attire moins d'étudiants étrangers. Juste pour vous donner un petit chiffre sur la France, donc 325 000 étudiants étrangers cette année. Une augmentation. Les universités continuent à attirer plus d'étudiants étrangers. Donc malgré les problèmes d'accueil de l'université, elles continuent et elles attirent toujours plus d'étudiants étrangers. Notamment en licence, plus 5% 2016-2017. Les étudiants master stagnent et donc, comme je le disais, les étudiants en doctorat baissent, moins 2,5%. Alors, juste maintenant, que fait l'Europe pour attirer plus d'étudiants étrangers? Donc, je pense que vous êtes au courant de la directive, alors 2016-801, etc., qui vise à attirer plus d'étudiants internationaux en Europe et qui doit être transposée en mai 2018.
donc très bientôt. Elle dit d'abord que les étudiants pourront prolonger, à l'issue de leurs études, les étudiants pourront prolonger leur séjour d'au moins 9 mois pour chercher du travail ou créer une entreprise. Donc ça, c'est intéressant. Bon, en France, nous, on a déjà ça pour 12 mois, donc pour nous, ça va rien changer, mais c'est un signe très fort pour attirer des étudiants en Europe. Ensuite, les étudiants qui sont en Europe et qui veulent faire une mobilité au sein de l'Europe n'auront pas besoin de déposer une nouvelle demande de visa. Ils n'auront juste à tenir informés les autorités du pays. Donc ça, c'est effectivement une très bonne chose. Et enfin, le droit de travailler. On pourra travailler, quand on sera étudiant en Europe, au moins 15 heures par semaine. Bon, sachant qu'en France, on peut déjà travailler 20 heures par semaine. Donc voilà, c'est une très bonne directive qui va être transposée. Par ailleurs, il a été décidé à la réunion des dirigeants de l'UE en novembre 2017 de créer un espace européen de l'éducation pour 2025 qui propose notamment de faire de la mobilité une réalité pour tous les citoyens en augmentant leur nombre, créer une carte d'étudiants européenne, reconnaître les diplômes, reconnaître mutuellement les diplômes, améliorer l'apprentissage des langues et créer ces réseaux d'universités européennes. Donc ça va évidemment dans le bon sens. Alors je voulais insister sur, à mon sens, le fait que l'Europe ne travaille pas, n'a pas suffisamment choisi l'Afrique comme destination. Et on ne fait pas grand-chose pour la mobilité en Afrique. Donc, alors, en ce qui concerne les priorités de la Commission européenne, concernant le dialogue politique, donc dans les pays du voisinage, les priorités, c'est partenariat oriental, donc les pays de l'Est, pays du Sud de la Méditerranée, Balkans occidentaux. Voilà. Donc, moi, je dirais que disons qu'on fait... Je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est un peu les priorités de l'Allemagne. Donc il faut que la France ait plus ses propres priorités. Il faut qu'on fasse beaucoup plus de choses avec l'Afrique, à mon sens. Alors Erasmus, ça se voit, c'est pareil. Les grandes priorités pour Erasmus, c'est exactement les mêmes, hein, évidemment. Pays du Sud et de la Méditerranée, 3,6 millions d'euros. Pays des partenariats orientaux et les Balkans, c'est 3 et 2 millions. Asie, 1,9 million. Et par exemple, des fenêtres spécifiques pour l'Afrique, moins d'1 million. Voilà, bon, pas assez pour la France. On n'a pas assez de budget tourné vers l'Afrique. Pareil pour les programmes de mobilité universitaire intra-Afrique. Quelques budgets, un budget, en 2017, un appel d'offres, 7 projets sélectionnés pour un budget total de 10 millions, ce qui veut dire 450 bourses. Bon, c'est pas énorme. Pareil, un autre programme qui s'appelle Tuning Africa, 3 millions d'euros pour contribuer à harmoniser l'enseignement, un espace de l'enseignement supérieur en Afrique. Mais voilà, 3 millions d'euros. Donc, je vais m'arrêter là. Mais l'Europe est un espace qui attire beaucoup d'étudiants. La politique mise en œuvre est faite pour favoriser les étudiants, mais l'orientation pourrait être beaucoup plus tournée vers l'Afrique. Merci beaucoup, Madame Cayat, pour cette présentation et ces chiffres qui permettent effectivement de situer le débat dans et hors Union européenne et de voir que les enjeux, évidemment, ils se situent aussi, évidemment, hors de l'Union européenne. Peut-être une approche complémentaire, certainement, avec Jean Russo, donc, qui est délégué général Erasmus Student Network France, sur la question des parcours de mobilité internationale et sur des chiffres aussi qui pourraient nous intéresser, donc ces freins qu'il faut essayer de lever pour faciliter notre espace européen de l'étudiant. Merci et bonjour à tous. Donc simplement pour déjà me présenter et surtout présenter le réseau ECN France pour ceux qui ne le connaissent pas. Le réseau ECN France, c'est d'abord un ensemble d'associations présents certainement dans
dans vos villes et des associations étudiantes qui ont pour rôle d'accompagner du coup les étudiants internationaux, mais aussi français dans leur parcours de mobilité internationale. Et ce, par de multiples actions d'inclusion, d'intégration, d'accompagnement, que ce soit lors de l'accueil des étudiants internationaux, mais aussi pour préparer, orienter au départ les étudiants qui sont présents dans vos universités, ou alors les encourager et justement lever les freins dont vous avez pu parler dans les différents ateliers où vous avez participé. Simplement pour reprendre le thème de cette table ronde et pour recontextualiser cette question, je pense qu'il est important déjà de se poser la question, un espace européen, oui mais pourquoi? À quoi ça va nous servir? Et je pense que le processus de Bologne et le programme Erasmus+, ces dernières années, ont apporté du coup une vraie opportunité pour les étudiants français pour leur permettre de partir. Et bien qu'on remarque encore qu'il y ait des évolutions à apporter ou même certainement des applications de décisions qui ont été prises à encore mettre en œuvre. Je pense par exemple aux filières. Toutes les filières n'ont pas le même accès justement sur les questions de mobilité. Erasmus, un atelier était consacré à cette question sur la question de la mobilité pour tous et de l'ouverture du programme à tous et pas uniquement aux étudiants qu'on connaît essentiellement. Mais je pense que c'est la méthodologie d'aborder cette question qui est importante, à savoir... on peut se poser la question des dispositifs à améliorer, des bourses à augmenter, mais je pense que ça, on le sait. On sait que jusqu'à présent, ça reste difficile. On a des problèmes économiques aussi à prendre comme question. Vous, les universités aussi, vous l'avez, ce questionnement. Mais je pense que la méthodologie de l'internationalisation du monde universitaire et des campus doit être questionné, c'est-à-dire est-ce que la question finalement c'est pas simplement, et je pense que l'atelier sur la question du numérique s'est terminé par une ouverture assez intéressante sur la question de la culture de l'international qui n'est pas assez présente du coup chez nous, mais comment créer cette culture-là? Et c'est sur ces éléments-là où j'aimerais apporter, j'espère, quelques éléments de réponse qui pourraient vous guider. Et je reste aussi ouvert aux questions aussi pour aussi appuyer mon point de vue et le point de vue de notre réseau. On a souvent, on aborde la mobilité sous la question de parcours, c'est-à-dire un parcours de mobilité internationale, ça ne se construit pas uniquement dans l'enseignement supérieur, ça se construit avant. Ça se construit dès l'enfance et du coup, les mobilités dans l'enseignement scolaire sont aussi importantes dans ce cadre-là et je pense qu'elles sont à prendre en compte dans nos réflexions, mais aussi les mobilités aussi post-enseignement supérieur, que ce soit du coup les mobilités des enseignants ou même la mobilité des jeunes actifs en lien avec Pôle emploi qui offre aussi des dispositifs sur ces questions-là. Cette question de parcours de mobilité, pour moi, elle se pose la question de la manière de l'aborder. Est-ce qu'on l'aborde du coup uniquement sur la question de la mobilité sortante, de la mobilité entrante? Et je pense qu'il y a un réel manque de transversalité sur la manière dont on aborde cette question-là. On ne peut pas se poser la question de l'accueil sans se poser la question de promouvoir la mobilité auprès de nos étudiants. Elle doit être abordée conjointement et je pense que les acteurs du territoire que nous sommes, mais les villes aussi, je pense que la question a été abordée ce matin aussi, mais aussi la société civile, donc les associations qui sont engagées sur différentes questions mais qui ont toujours un lien avec l'international, ont leur mot à dire sur la manière d'accompagner et de mettre en place des dispositifs qui faciliteraient les départs en mobilité de nos étudiants. Et je pense que de notre côté, on s'appuie sur un élément qui est important et qui, je pense, doit être aussi au cœur de vos réflexions, c'est la notion d'échange de pair à pair. C'est-à-dire comment favoriser les échanges entre les étudiants internationaux présents sur nos campus, mais aussi les jeunes Français qui se posent la question pour partir. On a des freins qui sont culturels, de questions linguistiques, mais aussi des peurs aussi de ne pas pouvoir réussir à l'international à s'intégrer. Et je pense que c'est ces échanges-là, avec les étudiants qui sont partis, qui sont le principal levier pour favoriser la mobilité en premier lieu. Et c'est sur cet aspect où j'ai un peu un point de regard sur cet après-midi dans les échanges que j'ai pu écouter et sur les échanges aussi que j'ai pu avoir avant cette conférence. Mais on retrouve souvent la question d'imposer. Et une question a été mise en débat cet après-midi dans certains ateliers sur la question de l'obligation des mobilités.
Est-ce que l'obligation d'une mobilité est réellement du coup un atout pour favoriser la mobilité pour tous ? Oui, si on prend un exemple en se comparant au système qu'on peut retrouver dans les grandes écoles, on pourrait se dire, ben oui, du coup, tous les étudiants partent. Mais la vraie question, c'est quel est l'impact de cette mobilité dans leur parcours de vie, que ce soit un parcours professionnel, mais aussi citoyen. Quand on part et qu'on ne sait pas pourquoi, je pense qu'il n'y a rien de pire du coup pour appréhender ce départ. Et je pense que la question à se poser est comment accompagner ces départs, comment préparer au départ, comment préparer au choc interculturel, au choc aussi de changement dans l'enseignement supérieur dans le pays dans lequel on va aller. Et je pense qu'on a un enjeu aussi sur l'accompagnement de nos étudiants à justement se préparer à aller faire une mobilité à l'international. Mais la question se pose aussi sur la question du retour. On l'aborde de manière trop peu centrale, mais si une mobilité doit apporter quelque chose dans un parcours de mobilité, elle doit être valorisée, elle doit être accompagnée. Et quand les étudiants rentrent de mobilité, la question, c'est de voir ce que ça a pu leur apporter. Ils ont toujours une impression notable de se dire « ben oui, c'était sympa, on a découvert des nouvelles choses ». Oui, d'un point de vue professionnel, ils ont aussi des compétences qui ne sont pas les compétences qu'ils ont forcément apprises dans les cours, mais les compétences qu'ils ont pu acquérir dans leur vie de tous les jours à l'international, dans les échanges qu'ils ont pu avoir avec la population locale. Et je pense que dans tous les dispositifs qu'on peut mettre en œuvre, c'est cette question du pluralisme des acteurs qui interviennent sur la mobilité internationale qui doit être questionnée. Et c'est en ce sens que j'encourage les universités, les villes, la société civile à collaborer au maximum pour cet accompagnement-là, afin de favoriser la mobilité, mais aussi de lever les freins que vous avez pu évoquer. Je prendrai des exemples simplement sur l'échange pair à pair et les apports que ça peut apporter. D'abord sur un système de parrainage que nous on peut développer qui s'appelle le buddy system. Certains en ont peut-être déjà entendu parler, mais cette approche qui peut paraître simple, et certaines universités mettent aussi des systèmes de parrainage au sein de leur université, sont un vrai levier. Ça permet de lever des appréhensions des étudiants internationaux, mais pensons aussi à des systèmes de parrainage entre étudiants français qui sont partis et d'autres qui ne sont pas partis, pour justement accompagner ces mobilités sortantes de nos étudiants. Sur un autre volet, sur la mobilité pour tous, je prendrai l'exemple des jeunes en situation de handicap, et aussi des relations à mettre en œuvre. On veut promouvoir la mobilité, mais comment, du coup, réussir à créer des ponts entre, par exemple, vos services des relations internationales et vos services sur le handicap? Est-ce qu'il y a des réels ponts pour se poser la question de la mobilité internationale des jeunes en situation de handicap? Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont portées? Je vous invite à le questionner, parce qu'on a pu le mettre en avant durant une étude qu'on a réalisée sur la base d'un projet Erasmus+, qu'on a porté autour d'un projet qui s'appelle MAPT, justement le manque de lien, que ce soit en France ou ailleurs, entre les services internationaux et les services handicap. Donc ça peut être aussi des questions abordées sur notre manière aussi de vouloir accompagner la mobilité. Et je finirai simplement par mettre en avant, on a la tendance à promouvoir essentiellement la mobilité sur un apport professionnel, et on met beaucoup en avant la nécessité d'acquérir du coup des compétences professionnelles à l'étranger, mais la question de la citoyenneté et du sentiment d'appartenance justement à cette zone européenne est essentielle. Si on veut vraiment lever des freins, il faut que ça devienne naturel, et je pense que c'est à nous-mêmes en premier lieu de se sensibiliser sur cette question-là et à l'aborder non pas sous une manière d'imposer les choses, mais bien de sensibiliser toutes les parties de nos instances, de nos associations à cette problématique qui n'est pas une problématique mais bien un atout que nous avons entre les mains et que nous devons aborder sous la meilleure méthodologie. Merci beaucoup, Monsieur Russo, pour ce témoignage qui, évidemment, rappelle des mots-clés dans ce que vous avez dit sur la nécessité de favoriser les échanges, sur le manque de liens, et sur finalement le fait que, et c'est le constat qu'on peut faire depuis tout à l'heure, ça n'est pas tant le bagage juridique qui pose problème que la volonté de terrain, souvent, qui peut être une entrave au bon développement et aux meilleures relations au sein des États de l'Union sur la mobilité étudiante. Alors, on va venir à une autre problématique qui nourrit ce sujet également,
notamment avec Madame Jacqueline Pacaud, qui est donc chef de secteur à la Commission européenne et chargée de la formation professionnelle, qui va s'attarder sur la question de l'apprentissage, puisque j'y faisais allusion tout à l'heure, il y a quelques mois, a été publié le rapport Arthuis, qui, entre autres, met en avant, je le cite, le faible accès des apprentis en France à la mobilité européenne et la nécessité qu'il y ait à travailler pour améliorer cela par différentes pistes, entre autres le jumelage entre CFA situés dans différents pays de l'Union. Donc il est intéressant de voir comment, du côté de la Commission, on se positionne sur cette évolution possible et de manière plus générale sur le développement de l'apprentissage dans l'Union européenne. Merci. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne maintenant. Oui, voilà, très bien. Donc effectivement, l'enseignement supérieur n'est pas ma spécialité, puisque mes responsabilités sont plutôt dans le champ de la formation professionnelle. Néanmoins, je vais effectivement aborder les deux, puisqu'il y a des problématiques communes. Tout d'abord, je voudrais rappeler ce qu'on fait, parce qu'effectivement, on est en train de passer en revue ce qu'on pourrait faire mieux, et c'est tout à fait légitime, mais néanmoins, je pense que c'est toujours important de partir de ce qu'on fait. Erasmus+, c'est quand même, dans l'Union européenne, 140 000 étudiants de formation professionnelle, en formation professionnelle, qui partent à l'étranger chaque année. Donc c'était par exemple le cas effectivement en 2017, ce qui représente 377 millions d'euros. Dans l'enseignement supérieur, on en est à 300 000 étudiants pour 800 millions d'euros. Alors si on rapporte ça à la France, eh bien, ce sont 20 000 élèves de la formation professionnelle qui partent, dont 78% pour des périodes en entreprise, et 40 000 étudiants qui partent, donc 40 000 étudiants français qui partent, dont 31% vont faire des stages. Alors, je pense que déjà, vous voyez où je veux en venir, évidemment. L'impact est reconnu par tout le monde, et notamment, il est mentionné dans l'évaluation de mi-terme qu'on vient de publier en ce qui concerne le programme Erasmus+ actuel, donc comme vous le savez, qui se termine en 2020. L'impact, c'est à la fois une meilleure employabilité, mais également des compétences transversales, des compétences sociales, une confiance en soi renforcée, et c'est également une modernisation du secteur de l'enseignement. Donc voilà, un impact et un bilan qui est extrêmement positif. Pour autant, il n'est évidemment pas parfait, et évidemment, on doit aller beaucoup plus loin. Nous en sommes conscients et nous essayons de travailler effectivement dans ce sens-là. Je voudrais quand même dire aussi que le programme Erasmus+ permet un certain nombre de choses. Je veux dire qu'il y a dans ce programme des opportunités très vastes. Donc, par exemple, un élève de la formation professionnelle peut partir à l'étranger pour un séjour de 2 semaines à 1 an. De 2 semaines à 1 an. C'est quand même une période qui donne beaucoup de flexibilité. Alors, un élève de la formation professionnelle peut partir dans une école de formation professionnelle, mais également dans une entreprise. Et c'était un petit peu le même schéma, évidemment, avec l'enseignement supérieur, puisque les étudiants de l'enseignement supérieur peuvent partir pour une période académique dans une autre université en Europe, ou bien pour un stage en entreprise, ou bien combiner les deux. Donc, au niveau de la structure du programme, même si, encore une fois, il y a beaucoup d'améliorations à apporter, et on pourra aussi en parler, puisque nous commençons évidemment à préparer le programme Erasmus+ après 2020. Donc, nous sommes déjà dans cette problématique-là. Donc, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais je pense que c'est important aussi de rappeler que les freins ne sont pas toujours là où on croit qu'ils pourraient être. En ce qui concerne les mesures, je dirais, plus pratiques, donc on va dire d'accompagnement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon voisin. Il y a un certain nombre de réseaux, c'est vrai dans l'enseignement supérieur, c'est vrai dans la formation professionnelle, qui tentent d'accompagner et d'aider la mobilité. Nous avons aussi un soutien à l'apprentissage des langues avec un outil digital. En ce qui concerne la formation professionnelle, nous avons une charte, certes pas aussi universelle, je dirais, que dans l'enseignement supérieur, mais nous avons une charte qui permet un accès plus facile
aux mobilités. Et nous avons aussi un dispositif qui permet, par exemple, à une école de formation professionnelle d'aller chercher des partenaires potentiels en Europe. Nous avons également des événements comme la VET Week, c'est-à-dire une semaine à Bruxelles, mais également dans tous les pays européens, qui permet de mieux faire connaître les opportunités de la formation professionnelle. Tout ça étant rendu possible grâce à nos partenaires. Donc nous avons, comme vous le savez certainement, dans chaque pays des agences qui mettent en place la sélection et qui gèrent ces fameux contrats, donc qui sont les agences nationales Erasmus+, et qui, elles, sont au plus près du terrain. Et pour nous, évidemment, c'est une source de remontée d'informations extrêmement importante. Alors voilà, je me suis permise de dire quand même ce qui fonctionnait. Et encore une fois, ce n'est pas pour ça que nous devons nous reposer sur nos lauriers, si j'ose dire. Et effectivement, nous remarquons, notamment dans la formation professionnelle, qu'il y a un certain nombre de freins à l'apprentissage. Sur ce sujet, donc Monsieur Arthuis, qui devait être là, je crois, normalement cet après-midi, mais ça fait rien. Monsieur Arthuis donc avait effectivement proposé de présenter son rapport que j'ai ici. Donc peut-être vous connaissez un rapport qu'il a remis à la ministre du Travail, donc Madame Pénicaud, en janvier 2018, et qui propose de lever un certain nombre de freins à ce qu'il appelle l'apprentissage. Alors, tout d'abord, je pense qu'il est important de rappeler ce qu'est l'apprentissage en France. La complexité au niveau européen vient aussi du fait que ce mot apprentissage recouvre différentes réalités selon les pays. Et peut-être que mon voisin de gauche pourra en parler pour l'Allemagne. En tout cas, en France, un apprenti, c'est avant tout un salarié d'une entreprise qui a un contrat de travail, qui est payé par son employeur. Et ce contrat est aménagé de façon à ce qu'effectivement, il puisse suivre aussi des périodes théoriques dans un CFA. C'est vrai au niveau de la formation professionnelle, c'est vrai au niveau de l'enseignement supérieur. Alors ce statut très particulier, évidemment, pose un certain nombre de problèmes, en tout cas pose des freins à la mobilité. Vous allez très vite comprendre pourquoi si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment, un employeur qui a chez lui un élève, disons, de formation professionnelle, doit continuer à le payer, y compris pendant sa mobilité à l'étranger. Donc c'est très difficile pour un employeur de continuer à payer un élève qui va partir sur une longue période, puisque M. Arthuis parle beaucoup des mobilités de long terme. Donc c'est très difficile pour cet employeur de continuer à le payer, à payer ses cotisations sociales, à être responsable de ce jeune qui va travailler pendant une période, a fortiori si elle est longue, à l'étranger. Évidemment, c'est le principal frein. Et c'est aussi pour ça que nous constatons qu'au niveau de la formation professionnelle, il y a 78% des mobilités d'élèves de la formation professionnelle qui se limitent à 3 semaines. Pour une raison évidente, évidemment, que je viens de mentionner. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, comme vous le savez, les mobilités peuvent se faire sous forme de stage, c'est-à-dire dans une entreprise à l'étranger. Ces mobilités doivent être un minimum de 2 mois. Pour un contrat en alternance, donc ça aussi c'est un synonyme d'apprentissage, c'est déjà trop long, évidemment. Et l'employeur rencontre les mêmes problèmes, à savoir il doit continuer à payer, évidemment, l'élève, l'étudiant qui va partir. Donc, au niveau de l'apprentissage, ce statut très particulier est un statut effectivement en alternance, et je veux faire la distinction entre l'apprentissage, c'est-à-dire l'alternance, comme on dit en France, avec les stages. Faire un stage à l'étranger, c'est tout à fait possible pour un élève de la formation professionnelle et pour un élève de l'enseignement supérieur, c'est effectivement tout à fait possible. Mais c'est un problème différent que le problème de l'apprentissage. Donc il y a déjà 2 choses distinctes. Il y a l'apprentissage, c'est-à-dire la formation en alternance, et il y a le stage à l'étranger. Et là se greffe un 3e problème qui est spécifique à la France. En France, il est interdit par la loi
de faire un stage intégré dans une formation, formellement, c'est-à-dire avec un contrat moral, je dirais, qui fixe des objectifs d'apprentissage. Donc, il est interdit de faire un stage dans le cadre d'une formation formelle si ce stage se passe après le diplôme. Autrement dit, un stage à vocation pédagogique, je dirais, ne peut se faire que avant le diplôme. Donc tout ça, effectivement, pose des freins à la mobilité. Alors, en ce qui concerne les propositions de Arthuis, effectivement, il propose, et c'est sa première des 16 propositions, il propose effectivement de suspendre ce fameux statut d'apprenti pendant la période à l'étranger. Alors là, évidemment, nous sommes tout à fait favorables. Monsieur Arthuis, au niveau de ses propositions pour le plan national, puisque comme vous le savez sans doute, il fait deux séries de propositions, une série au plan national, une série au plan européen. Donc, une deuxième proposition que je voudrais mentionner, parce qu'elle me paraît aussi tout à fait cruciale, c'est la reconnaissance des acquis d'apprentissage. Au niveau de l'enseignement supérieur, cette reconnaissance marche relativement bien, même si elle n'est pas parfaite. Au niveau de la formation professionnelle, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, nous travaillons sur ça. Il y aura effectivement une recommandation du Conseil de façon à ce que la reconnaissance soit beaucoup plus systématique à tous les niveaux de l'enseignement. Je voudrais, parce que je sais que je suis sous la pression du temps, je voudrais quand même dire deux choses qui me paraissent particulièrement problématiques au niveau du rapport que fait M. Arthuis. Le premier point qui nous paraît problématique, qui est le premier point de ses propositions au plan européen, c'est ce fameux jumelage entre CFA. Moi, ce que je lis quand je vois jumelage, ça veut dire des accords bilatéraux. Ça veut dire que finalement, les mobilités vont toujours se faire entre les mêmes écoles, les mêmes CFA, alors que nous, évidemment, on prône une mobilité beaucoup plus large au niveau européen avec un panel de participants le plus large possible. Le deuxième point qui me chiffonne vraiment, ou alors qui m'attriste, je ne sais pas ce que je dois dire, c'est, vous le verrez aussi dans les propositions au plan européen, il mentionne la création d'un programme européen pour le développement de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Alors, j'ose espérer qu'il est mal renseigné, puisque le programme Erasmus+ a déjà un volet extrêmement important de formation professionnelle qui inclut des mobilités d'apprentis, pour autant que les statuts et la loi, notamment la loi française, le permettent. Quant à Erasmus Pro, ce n'est absolument pas le programme pour la formation professionnelle. Erasmus Pro est le nom qu'on a donné aux mobilités longues dans la formation professionnelle. Voilà. Le dernier point, et ce sera vraiment mon dernier point, je voudrais dire qu'un des freins de la mobilité, c'est peut-être tout simplement le fait que le budget d'Erasmus+ est insuffisant. Plus on aura un budget important, plus les mobilités seront longues, diverses, inclusives et évidemment larges, c'est-à-dire pour la plus grande quantité d'étudiants. Voilà, je m'arrête là. Excusez-moi d'avoir été un tout petit peu long. Merci Mme Paco. Effectivement, nous avons une pression temporelle forte avec des alertes qui se manifestent au premier rang. Donc, sans autre transition, même si les thématiques qui ont été avancées effectivement sont essentielles et qu'on en revient toujours au fait que l'argent est le nerf de la guerre, bien sûr, il sera très intéressant d'écouter maintenant un regard extérieur venant de l'Allemagne. Comment dépasser, vu de l'Allemagne, les freins à la création d'un espace européen de l'étudiant? Et c'est avec grand plaisir que je cède la parole à M. Horst Hippler, qui est président de la HRK. Yeah, merci. Disons, d'abord, je vais parler de la situation en Allemagne. En Allemagne, on a augmenté le nombre de mobilités entrantes et sortantes beaucoup dans les 10 années passées. Donc, les nombres absolus ont augmenté beaucoup, mais le nombre relatif est constant. Donc, c'est ça qui est un peu la question. Pourquoi? Je crois aussi
on parle d'une readiness for mobilization. Ça, c'est quelque chose, je crois, c'est pas très bien établi dans la jeunesse parce qu'il y a toujours une certaine fraction qui veut être mobile et d'autres qui veulent rester à la maison. Donc, ça ne va pas changer même si on met beaucoup plus d'argent ou pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui laisse à penser et aussi trouver des solutions pour augmenter la mobilité des jeunes. En Allemagne, c'est organisé un peu différemment parce que vous savez, bien sûr, on participe à Erasmus+, mais aussi en Allemagne, on a le DAAD, le service pour l'échange académique de l'Allemagne. Donc, et le DAAD est devenu la gérance pour l'Erasmus. Donc, tout est dans une main en Allemagne et donc avec beaucoup de succès, beaucoup de programmes d'échange. C'est pour ça qu'on a pu augmenter les nombres de mobilités en Allemagne beaucoup. Maintenant, je viens là, au point de libre circulation. Ça, on voit un grand problème. Bien sûr, c'est bien agréable si on peut circuler librement parmi les universités. Et le problème, c'est ça sert à quoi? Donc, si ça doit être ou faire partie d'un programme d'enseignement, ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que la circulation libre, ça, c'est quelque chose qui est, disons, pas bien aperçu dans les universités parce qu'on veut avoir, bien sûr, quand on reconnaît les cursus de l'extérieur, que la qualité soit de la même valeur. Donc, le problème, c'est comment on peut être sûr que la qualité est de même valeur. Donc, pour ça, il faut la confiance. Il faut la confiance dans les programmes, dans les autres universités. Donc, c'est impossible si vous avez la libre circulation. Donc, pour la reconnaissance, je crois qu'il faut des contrats bilatéraux ou trilatéraux et pas beaucoup plus. Mais le reste, libre circulation, c'est fantastique, mais on apprend d'autres choses, mais pas pour le programme d'enseignement. On apprend quelque chose qui a une valeur absolument très, très importante pour le développement de la personnalité. C'est très, très important. Mais pour le programme d'études, c'est d'autres choses. On développe sa personnalité, mais on ne développe pas ses connaissances. Ça, c'est, je crois, quelque chose qui est très, très important, un réseau dans lequel on peut échanger les certificats. Il faut au moins 10 ans à 20 ans pour être établi et aussi pour être, disons, quelque chose de valeur permanente, parce qu'autrement, ça dépend des personnes, et quand les personnes changent, la confiance est disparue. Donc, pour ça, il faut vraiment un certain temps que le réseau n'est pas seulement supporté par 2 ou 3 personnes. Ça, c'est pour nous, je crois, le problème le plus important, c'est que la circulation libre, c'est un rêve des administrations, aussi européennes, aussi un rêve top-down, mais bottom-up, c'est, je crois, différent. Et là, il y aura des problèmes dans le futur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi s'apercevoir quand on parle des universités européennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut donner? Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait sur la liberté totale, mais là, il faut aussi la confiance dans les programmes d'enseignement, dans les programmes de recherche. En Allemagne, on a aussi disons, beaucoup de mobilité, soit dans les doctorats, supportés par le Deutsche Forschungsgemeinschaft, et aussi supportés par les instituts de Max Planck, de Helmholtz, de Leibniz, et aussi par le Fraunhofer. Donc, ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup avec. Mais je vais encore ajouter un petit peu sur l'obligation de mobilité, parce que vous avez pensé de l'obligation de mobilité pour les étudiants. Ça peut être quelque chose que pour
quelques universités et pour quelques programmes, ça peut être, disons, une stratégie pour démontrer la spécification et la spécialité de cette université. Il y a plusieurs universités qui ont dans quelques programmes des obligations de mobilité. Donc, je connais par exemple l'université de Bamberg dans les programmes de l'économie. Le 3e semestre n'existe pas. Le 3e semestre, tout le monde doit aller ailleurs. Et donc, l'université supporte les étudiants avec les programmes de Erasmus et d'autres choses, et aussi des programmes de support privé pour que tous les étudiants puissent aller à l'étranger, n'importe où, n'importe quoi, mais c'est géré par l'université et par la faculté de l'économie. Donc, c'est un stage au moins d'un semestre, et ça, c'est très, très attractif parce qu'il y a bien sûr beaucoup d'étudiants qui choisissent vraiment d'aller dans cette université justement parce ils ont forcé d'aller dans l'étranger. Donc, c'est quelque chose qui, bien sûr, fait aussi une présélection du groupe des étudiants qui y vont, et ça, c'est quelque chose aussi pour une stratégie d'une université, quelque chose de bonne valeur. Mais les gens qui ne veulent pas le faire, alors ils ne doivent pas choisir cette université. On peut aussi penser que si la mobilité peut être, c'est aussi un frein pour les étudiants. Bien sûr, ça peut être un frein pour le succès dans leur programme d'études parce que ça prend peut-être un peu plus de temps. Mais ça, c'est une certaine sorte de frein qui, dans un autre sens, a aussi une accélération, parce qu'une accélération de développer leur propre personnalité. Donc, pour nous, je pense surtout la mobilité, c'est quelque chose de très, très important. Et la mobilité entrante, la mobilité sortante, et c'est pour ça, donc, dans l'Allemagne, il y a une stratégie fédérale de supporter ça, et on voit aussi que le financement de DAD est augmenté assez régulièrement. Et aussi, on espère qu'on peut aussi, avec Erasmus+, encore arriver à beaucoup plus de choses. Donc, ça, c'est en bref mes mots. Donc, j'étais bon dans le temps. Merci. Parfait, à la minute près. Et merci beaucoup, Monsieur Hippler, pour cette approche qui est évidemment complémentaire, qui part aussi de constats que nous partageons sans aucun doute, qui sont très pragmatiques et qui sont assez universels. Alors, je ne sais pas si le maître du temps nous laisse 3 minutes pour des questions, éventuellement de la salle. 10 minutes, parce qu'après, il y a des choses importantes à faire. D'accord, donc 10 minutes, c'est plus que ce qu'on aurait pu espérer. Alors, je ne sais pas si des questions, ça et là, peuvent être posées pour demander précision, revenir sur certains points qui ont été évoqués. Ou des remarques, oui, évidemment. On a beaucoup parlé d'obligation de mobilité, par exemple, qui induirait, là aussi, une approche différente peut-être de la question. Il y a un changement des textes. Je ne sais pas si ça peut faire réagir. Merci. Jean-Pierre Finance, ancien représentant de la CPU à Bruxelles. Définissons-la comme ça. Moi, je reviens effectivement sur cette question de mobilité, encouragement, organisation du dispositif et obligation. Je crois quand même que ça fait, enfin, excusez-moi, je vais être un peu brutal, ce type d'échange, on l'a depuis un certain nombre d'années. C'est il faut plus d'argent, il faut améliorer les conditions réglementaires, les conditions d'hébergement, il faut motiver les étudiants. Ça, on le sait. Or, on sait aussi qu'on augmente relativement peu notre mobilité, je parle pour la France, notre mobilité sortante en particulier. Alors, on l'a évoqué dans l'une des tables rondes tout à l'heure, ça marche bien dans des filières dans lesquelles cette mobilité fait partie du cursus. Beaucoup de filières d'ingénieurs obligent à avoir, en 3e, 4e année d'école, 6 mois de mobilité.
dans des cadres qui sont vraiment complètement normés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce que disait Horst tout à l'heure, des réseaux de partenaires, et cette mobilité se fait en toute confiance parce que l'on travaille avec des réseaux de partenaires. Moi, mon interrogation, c'est aujourd'hui, on le fait en France pour un assez grand nombre de nos écoles d'ingénieurs, hein, je ne dis pas toutes, mais au moins un très très grand nombre. Comment passe-t-on à l'échelle? Est-ce que ce type de démarche peut être réalisé dans les facultés classiques, dans les UFR classiques, dans des disciplines qui jusqu'à présent ne sont pas tellement orientées vers ce genre de choses, et nous permettent enfin d'avoir quelque chose qui a été évoqué il y a plus de 10 ans, qui était on ne délivre un master que sur la base d'une mobilité réelle de quelques mois à 6 mois pendant les années de préparation du master. Oui. Alors, moi, je veux bien répondre à cette notion d'obligation. Moi-même, issu d'un parcours grande école, j'ai aussi eu cette obligation-là. Après, je pense que la question à se poser, c'est est-ce que l'obligation, c'est pas une méthodologie pour se satisfaire et se dire ah bah c'est bien, tous les étudiants sont partis, ben, c'est un sacré vecteur d'attractivité, mais est-ce que nos étudiants n'ont pas un libre choix à avoir sur leur parcours de formation? On parle d'éducation tout au long de la vie. Est-ce que c'est pas à eux d'identifier leurs besoins, les compétences qu'ils souhaitent développer et la manière aussi de les développer? Il y avait la même chose sur le numérique. Est-ce que les MOOC doivent être obligatoires? Parce que c'est pas facile aussi d'aller sur cette question-là. Finalement, est-ce que la solution du coup qu'on peut prendre à chaque fois, ça serait la notion d'obligation? Au sein du réseau, on s'est posé la question aussi, parce qu'on a des écoles, on a aussi des écoles d'ingénieurs où on a la présence de nos associations. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est l'impact dans le parcours de l'étudiant. Est-ce qu'une obligation, ça a le même impact qu'un étudiant qui comprend pourquoi il part et qui, du coup, en revenant, aussi va analyser du coup ce qu'il a vécu et la manière dont aussi il a pu apprendre durant sa mobilité. Et je pense qu'on peut jouer sur les chiffres, mais par contre, on ne jouera jamais sur l'impact, sur le parcours de vie d'un étudiant, sur son parcours de formation professionnelle. Ok, il pourra valoriser une mobilité du coup sur son CV, peut-être que son insertion professionnelle sera développée. Mais si, en fait, on n'est pas en mesure de structurer l'accompagnement des mobilités, c'est là où est la problématique. Donc, de notre côté, on défend la structuration des mobilités, c'est-à-dire une préparation au départ, un accompagnement, une valorisation, mais on défend aussi le libre choix que peuvent avoir les étudiants dans leur choix de parcours, dans leur choix de formation tout au long de la vie. Pourquoi une personne ne pourrait pas avoir un parcours d'études et puis, au moment de rentrer dans le marché du travail, avoir la volonté d'aller découvrir comment fonctionne le marché du travail dans un autre pays? Est-ce que ça serait forcément dans l'enseignement supérieur que les mobilités, du coup, devraient se passer? Je pose la question. En tout cas, de notre côté, la réponse est déjà claire et on la défend en ce sens. Mais je pense que le libre choix et surtout la sensibilisation à l'international tout au long de la vie sont le seul et l'unique moyen pour vraiment permettre de valoriser les apports des mobilités. Le libre choix a aussi ses limites. Parce que quand vous voulez faire une étude dans les ingénieurs et vous avez choisi de ne pas apprendre la mathématique, donc oubliez de devenir ingénieur. Donc le libre choix, c'est pas si facile et on ne peut pas tout choisir. Il y a aussi des limites qu'il faut aussi respecter. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres réactions. Bonsoir, donc Jean-Patrice, je suis vice-président en représentation à la FNEF, Fédération nationale des étudiants en sciences exactes, naturelles et techniques. Je voulais justement appuyer le fait de la mobilité à l'international et de justement l'obliger ou non dans les formations. Donc je vais plutôt parler au niveau des UFR scientifiques. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la place de l'anglais, vous l'avez parlé comme frein à la mobilité justement à l'international. Et justement la place de l'anglais qui peut être justement assez problématique pour certains étudiants qui pensent justement que la formation en université, où l'anglais n'est pas assez poussé au niveau des sciences, et justement ça pourrait être
une idée, sans obliger, justement, si on oblige l'étudiant à avoir une mobilité à l'international, sans lui donner les moyens au niveau des langues, ça peut être un certain frein à l'étudiant. Et justement, de l'obliger, ça peut ne pas forcément être bénéfique pour l'étudiant. Mais justement, si on l'accompagne ou si on fait la promotion de cette mobilité, avec justement l'accompagnement des langues qui s'accompagnent, ça peut justement motiver encore plus ces étudiants et les conforter dans ce choix de mobilité. Merci, je pense que Fabienne, peut-être, je ne sais pas si c'est en réponse ou si c'est une autre question. Sur le libre choix, je ne sais pas si sur la question de l'anglais, vous avez des remarques à faire par rapport à ça, non ? Je ne voudrais pas faire du Bourdieu, mais le libre choix, parfois, c'est une illusion, parce que vous avez des déterminations sociales qui sont fortes et des étudiants qui pourraient avoir l'illusion de choisir de ne pas partir uniquement parce qu'ils n'osent pas partir et parce qu'ils sont dans des milieux où partir à l'étranger et faire quelques kilomètres, c'est quelque chose de presque inimaginable. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il faut évidemment accompagner l'étudiant. On n'est pas en train de dire qu'il faudrait l'obliger à partir pour partir. Il faut que ça s'accompagne, qu'il y ait un projet. Et ça, c'est quelque chose qui se discute de plus en plus dans les universités, de travailler avec l'étudiant sur son projet étudiant. Mais je voulais réagir à cette idée du libre choix qui est parfois illusoire. Mais je dis aussi que je comprends très bien ce que vous dites quand vous dites qu'il faut l'accompagner, cet étudiant, d'autant plus, justement, quand on veut l'inciter à sortir de ses déterminations. Oui, d'autant plus qu'on a fait une étude, on en parlait dans le truc précédent, l'atelier précédent, mais donc sur 26 000 étudiants, on a fait une étude avec BVA qui montrait qu'effectivement, il y avait 8 étudiants sur 10 qui veulent partir, mais finalement, il y en a 30 à 40% qui partent, parce qu'ils ont... et en plus, c'est surdéterminé socialement, puisqu'en fait, ceux qui partent, ce sont vraiment ceux qui ont les moyens, c'est complètement démontré. Donc, on va continuer, si on l'obligeait, en tous les cas, c'est pas que si on l'obligeait, mais si on faisait des cursus comme dans les écoles de commerce ou d'ingénieurs où finalement ils partent tous, ça rétablirait. Si on le faisait aussi à l'université, ça pourrait rétablir une sorte de justice sociale aussi. On voit que la question est compliquée. Alors je pense qu'on n'a plus le temps peut-être, ou alors juste une toute dernière réaction. Très courte. Non, mais simplement, je pense que la question de l'obligation n'est pas une réponse. Je pense que la question, c'est comment on structure l'accompagnement. La question est là, et comment aussi les acteurs, et parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur la mobilité qui interviennent. Et je pense que la coordination des acteurs, mais tous les acteurs de la vie étudiante, on peut prendre la problématique du logement, vous l'avez déjà abordé aussi, elle rentre en compte sur la question des mobilités. Il y en a plein d'autres. Et je pense que c'est cette vraie structuration, cette collaboration entre acteurs qui lèvera les freins à la mobilité. Pareil sur la question des langues. Et donc c'est en ce sens où finalement je pense que l'obligation changera pas la problématique sociale. Elle sera là, elle sera présente, mais finalement si derrière les dispositifs d'accompagnement et autres ne sont pas en place, cela ne pourra pas fonctionner. Donc je pense que la vraie question est là, et à nous aussi de collaborer avec les différents acteurs impliqués sur ces questions pour favoriser du coup la mobilité dans l'espace européen international. Merci beaucoup pour cette dernière intervention constructive, et je pense que nous allons clôturer cette table ronde.